La Boétie est un auteur humaniste de la Renaissance. Il a rédigé le discours de la servitude volontaire alors qu'il n'avait que 16 ou 18 ans, en 1546 ou en 1548. Il écrit dans le contexte des grandes découvertes, des guerres de religion, du développement de l'imprimerie, et donc comme tous les humanistes, il réfléchit au bonheur de l'homme. Son texte a une visée politique parce qu'il veut montrer que la tyrannie d'un seul homme sur tous les autres n'est possible que parce que le peuple se soumet volontairement. Et donc pour lui, pour lutter contre la tyrannie, il faut d'abord que les gens prennent conscience qu'ils sont soumis. Donc l'extrait que nous allons étudier se situe au début du discours. Dans cet extrait, la Boétie interpelle le peuple, il exprime son indignation et veut que le peuple ouvre les yeux sur sa soumission. Je vais passer à la lecture. Pauvres et misérables peuples insensés, nation obstinée dans votre mal et aveugle en votre bien, vous vous laissez enlever, devant vous, le plus beau et le plus clair de votre revenu. Pillez vos champs, volez vos maisons, et les dépouillez des meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que désormais, ce serait pour vous un grand bonheur qu'on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine enfin, vous viennent non pas des ennemis, mais bien de l'ennemi, et de celui-là même que vous avez créé, pour qui vous allez si courageusement à la guerre, et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de mourir. Ce maître pourtant n'a que 2 yeux, n'a que 2 mains, n'a qu'un corps, et n'a rien de plus que le dernier des habitants du nombre infini de vos villes. Ce qu'il a de plus que vous, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant Dieu pour vous épier, si vous ne les vous donne- si ne- vous ne les lui donnez vous-même? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne vous les emprunte? Les pieds dont il foule vos cités, d'où les a-t-il, si ce ne sont les vôtres? Comment a-t-il le moindre pouvoir sur vous, sinon par vous-même? Comment oserait-il se jeter sur vous s'il n'était complice avec vous? Quel mal pourrait-il vous faire, si vous n'étiez receleur du larron qui vous pille, complice du meurtrier qui vous tue, et traître de vous-même? Vous semez vos champs pour qu'ils les dévastent. Vous meublez et remplissez vos maisons afin de fournir ces vols. Vous nourrissez vos filles afin qu'il ait de quoi assouvir sa luxure. Vous éduquez vos enfants pour que, dans le meilleur des cas, il les mène dans ses guerres, les conduise à la boucherie, les fasse ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu'il puisse se milliarder en ses délices et se vautrer dans ses sales et vilains plaisirs. Vous vous affaiblissez afin de le rendre plus fort et afin qu'il vous tienne la bride plus courte. Et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne voudraient ni connaître ni endurer, vous pouvez vous délivrer, si vous essayez non pas même de vous délivrer, mais seulement d'en avoir la volonté. Soyez résolu à ne plus servir, et vous voilà libre. Je ne veux pas que vous le poussiez, ni que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez comme un grand colosse auquel on a dérobé la base, s'effondrer sous son propre poids et se briser. Comment la Boétie pousse-t-il les peuples à se libérer de la servitude? De la ligne 1 à 7, nous allons étudier le réquisitoire que fait la Boétie contre le peuple qui se laisse voler. Ensuite, jusqu'à la ligne 26, nous observerons la banalité du tyran et la complicité du peuple. Enfin, jusqu'à la fin du texte, nous montrerons la solution que propose l'auteur pour en finir avec la servitude. Donc dans le premier mouvement, on voit que c'est un réquisitoire contre le peuple, parce que ce peuple se laisse voler. Donc la Boétie interpelle directement les peuples sur un ton de reproche. C'est ce que montre l'apostrophe et l'exclamation dès le début du texte. Donc il s'adresse au peuple et insiste sur sa pauvreté avec les adjectifs pathétiques, pauvres et misérables. Il montre surtout que le peuple n'est pas lucide, c'est ce qu'indiquent les adjectifs péjoratifs, insensé,
obstiné ou encore aveugle. En fait, ils ne voient pas que le tyran est cruel avec eux. L'opposition marquée par l'antithèse entre nation obstinée dans votre mal et aveugle en votre bien, cette opposition montre que les gens du peuple restent dans le malheur au lieu de voir ce qui leur serait bénéfique. Alors, l'auteur va culpabiliser le peuple avec des indices de la deuxième personne. En fait, on a beaucoup de vous, hein, de la deuxième personne du pluriel. Vous vous laissez, devant vous, n'est plus à vous, pour vous. Et puis, on a aussi beaucoup de déterminants possessifs, vos champs, vos maisons, vos ancêtres, etc. Le peuple se laisse faire, hein, c'est ce que montre la répétition du verbe laisser. Vous vous laissez pour qu'on vous laissa. Alors, le peuple se laisse voler, c'est ce que montre le champ lexical du vol, enlever, piller, dépouiller. En fait, là, la Boétie insiste sur l'ampleur des pertes que subit le peuple. En fait, tout lui est pris, même ce qui est considéré comme le plus précieux, comme ce qui est considéré comme sacré, avec les meubles de vos ancêtres. Donc, même l'héritage finalement est pris par le tyran. Le peuple est complètement dépossédé, c'est ce que montre la négation, rien n'est plus à vous. Et il y a une forme d'ironie de la part de la Boétie, c'est-à-dire qu'il dit au peuple que même être à moitié dépossédé, ce serait pour ce peuple synonyme de bonheur. Désormais, ce serait pour vous un grand bonheur qu'on vous laissât seulement la moitié de vos biens. Il finit sur ce mouvement avec une gradation de vos biens, de vos familles, de vos vies, hein. C'est une manière de montrer au peuple que tout lui est pris. Donc, au terme de ce mouvement, on voit bien que la Boétie pousse le peuple à prendre conscience qu'il sacrifie tout pour quelqu'un qui crée son malheur. Alors, dans le deuxième mouvement, la Boétie veut faire prendre conscience au peuple que pourtant le tyran est quelqu'un de banal. Et le peuple lui-même, eh bien, finalement, se montre complice de ce tyran banal. Donc, on commence avec de nouveau une gradation, elles sont nombreuses dans l'extrait, tout ce dégât, tout ce malheur, cette ruine enfin, qu'on voit que le tyran dévaste tout. Et pourtant, le tyran est seul. Il n'y a pas des ennemis, mais bien un ennemi. Donc, on a là une antithèse entre le pluriel et le singulier. Ce tyran est seul, et le tyran va être désigné à travers la périphrase, celui-là même que vous avez créé. En fait, le peuple est responsable dans ce qui lui arrive. C'est lui qui fabrique le tyran. Et son attitude est de plus en plus soumise vis-à-vis de ce chef, avec la gradation qui va de créer à aller à la guerre jusqu'à mourir. En fait, au lieu de lutter contre le tyran, le peuple, finalement, heu, se met à sa disposition. C'est ce que montre la répétition de la préposition pour. Alors, à partir de là, la Boétie va faire le portrait du tyran, et c'est un homme tout à fait ordinaire. C'est ce qu'indique la négation restrictive. N'a que deux yeux, n'a que deux mains, n'a qu'un corps. Donc on voit là le champ lexical du corps, hein, yeux, mains, corps. Le tyran ressemble à n'importe qui. Ce n'est pas un homme exceptionnel, il est au même niveau que le peuple, et c'est ce qu'indique la négation, n'a rien de plus que le dernier des habitants du nombre infini de vos villes. Il n'a rien de plus que le dernier des derniers, il n'a rien de plus que n'importe qui. La Boétie va chercher à faire réagir le peuple avec 6 questions rhétoriques, hein. On voit bien une accumulation de questions. D'où a-t-il prétendu? Comment? Etc. Et donc, la Boétie reprend le champ lexical du corps, hein. On a de nouveau les yeux, les mains, les pieds et la répétition de vous-même. En fait, le peuple est responsable des maux qu'il endure. Il est complice du tyran. C'est ce que montre le vocabulaire péjoratif qui désigne le peuple: receleur, complice, traître. Ce sont des mots très forts. Et il est complice de qui? De quelqu'un de cruel. C'est, heu,
cela est montré par le champ lexical de la violence, un champ lexical qui est de plus en plus fort. On commence par épier, qui renvoie à la surveillance. Ensuite, on a la violence, frapper, foule, se jeter sur vous. Il passe ensuite au vol avec larron, piller, et enfin au meurtre avec meurtrier et tue. Puisque le peuple agit en faveur du tyran, c'est qu'il est lui aussi coupable. C'est ce que montre la reprise de la même structure, hein. Chaque fois, on a l'anaphore de vous, puis d'un complément circonstanciel de but. Vous pour que, vous afin de, vous afin que, vous pour que, et de nouveau vous afin que. Le peuple est exploité, ou plutôt il se laisse exploiter, avec les antithèses semer, dévaste, meubler, remplissez, vole. Et on voit que le tyran s'approprie tout avec le passage des déterminants possessifs vos maisons, vos champs, vos filles, vos enfants, à c'est. Tout désormais appartient au tyran. C'est vol, c'est guerre, c'est convoitise, c'est vengeance. Pourtant, le tyran est un homme horrible qui est dans le péché, puisque la fin du mouvement montre un champ lexical de la débauche, se mignarder, délice, c'est ça les vilains plaisirs. Donc là, on a tout le lexique de la luxure. Donc, à la fin de ce mouvement, on voit bien que le tyran est un homme comme les autres, et son pouvoir ne s'explique que par la soumission du peuple. Dans le troisième mouvement, la Boétie propose une solution pour en finir avec cette servitude, une solution toute simple. Il commence par la métaphore du cheval. Vous tiennent la bride plus courte. Il dit aux hommes qu'ils deviennent comme des animaux au service du tyran. Et pourtant, les bêtes elles-mêmes ne voudraient pas, ne supporteraient pas la situation. C'est ce que montrent les conditionnels et la comparaison. De tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne voudraient ni connaître ni endurer. Donc comment faire? Eh bien, il suffit de vouloir. Le peuple peut se libérer à la condition de le vouloir. C'est ce que montre la subordonnée de condition. Si vous essayez non pas même de vous délivrer, mais seulement d'en avoir la volonté. Alors, comment réagir? La Boétie va interpeller le peuple avec l'impératif et lui dit que la liberté, elle est facile à obtenir, elle est sûre, c'est ce qu'indique le futur de certitude, vous le verrez. Alors comment se libérer de cette tyrannie? Eh bien, pas par la violence. La Boétie n'est pas favorable au tyrannicide puisque le champ lexical de la violence, poussier, ébranlé, est associé aux négations. Je ne veux pas, ni. En fait, il donne l'image d'un tyran qui est comme une statue sur son piédestal. C'est présenté dans la comparaison comme un grand colosse. Eh bien, si la base qui est constituée par le peuple ne soutient plus, ce tyran va s'écrouler. D'où, à la fin, ce champ lexical de la destruction, s'effondrer, se briser. Donc, pour finir ce mouvement, on voit que la Boétie incite le peuple non pas à se révolter violemment, mais seulement à arrêter de servir. Pour conclure, on voit que la Boétie pousse les peuples à se libérer de la servitude en les interpellant d'abord brutalement. Il veut les provoquer, il veut provoquer un sursaut. Ensuite, il leur fait prendre conscience qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de leur malheur, sont complices d'un tyran qui n'est qu'un homme ordinaire. Et pour finir, mais il leur dit qu'il suffit d'arrêter de servir pour se libérer. Cette incitation à se libérer du tyran, sans pour autant faire une révolution violente, rejoint le concept de désobéissance civile qui avait été développé par Thoreau. Et d'ailleurs, il y a des personnages historiques hein, qui ont repris cette idée. Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King, eux aussi vont contester des lois injustes, mais de façon non violente.